Le GR20. 180 km de sentier, plus de 12 000 mètres de dénivelé positif, réputé pour être un des plus durs d'Europe, et plus de 50% d'abandon chaque année. Un seul objectif, survivre, profiter, mais surtout le finir. Sans préparation, je me lance dans l'un des défis les plus durs de ma vie. Salut, moi c'est Yanis. Quand cette vidéo elle sortira, j'aurai 19 ans. Ce sera la première vidéo de cette chaîne YouTube. Ça va maintenant faire un peu plus de 6 mois que je partage du contenu sur TikTok principalement. J'ai toujours aimé le sport. J'ai pratiqué le foot, le basket, la danse. Et à l'âge de 11 ans, je me suis dédié à la gym principalement. J'ai arrêté les sports que je faisais à côté. Et ça fait maintenant 7 ans que je pratique la gymnastique. J'ai commencé la musculation l'été dernier à la recherche d'un corps qui me plairait en raison des moqueries que j'ai pu subir au début de mes années de gymnastique. Je voulais changer les a priori qui existaient sur les garçons qui faisaient de la gym. En réalité, j'ai compris que je changerais jamais ces a priori, mais je suis bien content d'avoir commencé la musculation. Un jour, comme plein d'autres jours en réalité, comme toi, je pense que tu le fais aussi, je scrollais sur TikTok comme d'hab. Et là, un jour, je tombe sur cette vidéo du GR20 principalement. Et là, je me dis, c'est quand même un gros projet, un beau projet. J'envoie cette vidéo à deux de mes potes. J'en discute un peu avec eux et vient le moment où je leur dis, bah en vrai, si vous êtes chaud de me suivre, on se fixe l'objectif pour l'été 2025. Et ils me répondent qu'ils sont carrément chauds de le faire avec moi. C'est parti, on se lance dans cette année avec l'objectif de fin d'année, le GR20. Donc à ce moment-là, on était déjà en 2024. L'année s'écroule, l'année 2025 commence, chacun nos projets, chacun nos écoles. Le sujet s'efface un peu du GR20, mais courant mai, moi j'ai toujours le projet du GR20 dans la tête. J'en parle un peu autour de moi. Roméo, qui fait de la gym depuis 7 ans, également avec moi. On se connaît depuis qu'on est en primaire, pas pour autant qu'on se fréquentait, mais c'est devenu un vrai pote quand on a commencé à pratiquer la gymnastique et je lui propose de suite le projet. Ça y est, le projet GR20 est relancé, on arrive courant mai-juin, on est toujours à zéro, aucun matériel, aucune connaissance, zéro préparation, mais on s'y donne et on y va à fond. On commence à acheter tout le matériel, on part de zéro, peut-être que j'y consacrerai une vidéo pour resituer un peu tout ce que j'ai dépensé pour le GR20. Sans trop d'idées de ce qui nous attendait là-bas, on s'est un petit peu préparé, mais en réalité, on n'a jamais fait une randonnée de plus de 30 km. On a dormi une fois en tente, donc rien de quoi bien se préparer au GR20. Le temps passe, on fixe le projet à mi-septembre, on a acheté nos billets d'avion, le stress commence à monter, plus la date approche, plus le stress monte. On est courant mi-août, plus ça va, plus sur TikTok je tombe sur des vidéos de personnes qui ne réussissent pas à finir le GR20. Je comprends très vite que le GR20, ça se base sur la condition météorologique. Donc ça veut dire s'il y a de l'orage, s'il y a de la pluie, on ne peut pas avancer. Si on se blesse ou si on a des cloques qui s'infectent ou autre, ça peut être contraire à notre volonté, mais on serait obligé dans ce cas d'abandonner le GR. Tout ça se chamboule dans ma tête et ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que Yanis, tu vas finir le GR? Vous vous êtes pas entraîné? Est-ce qu'on est prêt physiquement? C'est vraiment très stressant, mais dans tous les cas, les billets d'avion sont pris, on peut plus faire marche arrière, donc on y va. En tout cas, le projet du GR est lancé et maintenant, reste plus qu'à partir et le réussir. Remise en contexte, nous sommes le 12 septembre. Aujourd'hui, on part pour l'aéroport de Nantes, là où on décollera pour la Corse. Donc une fois arrivé à Nantes, on fait la file pour enregistrer nos bagages. Je vous afficherai les photos. Mon sac, il faisait 11,3 kg et celui de Roméo 11,8 kg pour ensuite rejoindre le lieu de l'embarquement. On était super contents de partir en Corse parce qu'on savait qu'il y avait un super temps qui nous attendait là-bas et là aujourd'hui, il faisait vraiment pas beau. Bon, du coup voilà, là on a déposé toutes nos valises, on a passé les portiques, on n'attend plus que notre vol, dans 5 minutes on embarque et puis
on part pour la Corse. Ça y est, c'est le moment de l'embarquement. Une fois qu'on est dans l'avion, on remet beaucoup de choses en question. Est-ce qu'on a bien fait de prendre nos billets pour la Corse il y a quelques mois? Est-ce qu'on va réussir le projet? Tout se chamboule dans ma tête. Je sais que là, il n'y a plus de billets retour. Qu'on y aille et il faut qu'on le termine. Là, on a embarqué dans l'avion. On va à Calvi et du coup, voilà. En réalité, je savais pas trop ce qui nous attendait là-bas. On m'avait prévenu que ce serait vraiment compliqué, que parfois il y aurait même pas trop de sentiers réellement, mais plutôt des grosses parois rocheuses. Mais en réalité, je savais pas. Pendant le trajet, la grosse question qui me traversait l'esprit, c'est est-ce qu'on allait réussir à terminer le projet en entier sans réellement se blesser? Bon, du coup, on est arrivé à l'aéroport. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre nos gros sacs. On espère qu'ils seront arrivés. On prend un bus pour rejoindre le centre de Bastia. De Bastia, on prendra un autre bus pour rejoindre le centre de Calvi. Et après, de Calvi, on verra comment on rejoint Calenzana. Une fois qu'on a pu rejoindre Bastia, on a tout de suite été allé nous chercher à manger parce qu'on n'avait pas mangé depuis le matin. Donc on a pris à manger et après on a attendu tranquillement le bus de 18h. Du coup là on est dans le bus, on est à Bastia direction Calvi. On n'a pas réussi à prendre le bus à 17h parce qu'il était complet. Donc là on prend le bus de 18h et je pense qu'on arrivera à Calvi vers 20h. Et après on prendra un taxi où on fera du stop pour arriver à Calenzana. Pendant le trajet, on a pu rencontrer plusieurs personnes. Déjà dans l'avion, on va remercier deux personnes en particulier parce qu'on ne savait pas du tout comment rejoindre le centre de Bastia et même comment aller jusqu'à Calenzana. Et ils nous ont beaucoup aidés pour prendre les bus, etc. Donc merci à eux. Pendant le bus, on a fait la rencontre de plusieurs autres personnes également. Donc on a pu rencontrer un gars avec qui on a fait les premières étapes ensemble et même on a fini le GR presque en même temps. On a pu discuter avec d'autres personnes qui venaient de finir le GR et notamment une personne qui nous a dit qu'il y avait un ami à lui qui faisait des pizzas juste avant de rentrer à Calenzana. Donc on a été manger notre dernière pizza, ou du moins c'est ce que je croyais. Et après, on est parti tout de suite pour Calenzana. Premier jour, première nuit, bien compliqué. Bon, du coup là les gars, on est le jour 1. On va de Calenzana à Ortu di Puibu. Je sais pas comment ça se dit. Il est 5h30. J'ai très très mal dormi. Roméo, t'as dormi comment? Très bien. Roméo a très très bien dormi. Et un collègue avec qui on a fait la route hier a aussi mal dormi. Donc là, on va essayer de voir comment ça se passe aujourd'hui. Mais quand on arrivera, moi, je pense que je ferai une sieste. Le matin, on met vraiment beaucoup de temps à se préparer. On n'est pas du tout organisé. C'est la première fois qu'on refait notre sac. On était dans le noir, donc avec les frontales, tout ça, c'était pas facile. Fallait qu'on prenne le pli. Bon, du coup, là, ça y est, il est 6h30. On a mis masse de temps à se préparer. Mais là, on part, on va peut-être passer à la boulangerie, chercher à manger. Et c'est parti pour la première étape du GR20. Allez, tchuss. Une fois qu'on est prêt, on part vite fait à la boulangerie, chercher quelques trucs à manger et on part tout de suite pour le GR. En réalité, on savait vraiment pas à quoi s'attendre sur le GR. Est-ce que tout de suite ça allait monter très dur? Est-ce que ça allait être des cailloux, du chemin? On part sur un rythme plutôt correct, même plus élevé que la normale. Bon, voilà, on continue la rando. On est à 1h30 de marche là. Franchement, c'est extraordinaire. Au cours du GR, on est vraiment envahi par les mouches. On ne comprend pas trop pourquoi. Même des gens qui nous croisent nous disent qu'eux aussi sont envahis par les mouches. Mais en vrai, ce sera la seule étape où il y avait vraiment beaucoup de mouches. On commence déjà à rattraper des gens qui étaient partis avant nous, même 1 heure avant nous. Donc ça nous prouve qu'on est vraiment parti sur une bonne lancée. Et au bout de la 3e heure, on en vient même à ranger nos bâtons et utiliser nos mains pour commencer à escalader ou monter les cailloux qui étaient plutôt rocheux et plutôt grands en fait comparé à nous. On passe même par certains passages où on doit utiliser des chaînes pour s'aider à monter et pour éviter qu'on tombe. Bon, du coup, là, on est arrivé assez haut, on est à 1350. On va prendre un petit gel. Et je pense qu'on est bientôt arrivé, donc voilà. À la 4e heure, je commence à avoir une crampe au cuit. Je me dis que ça part vraiment mal. C'est que le premier jour.
Et en fait, je fais une petite pause, je m'hydrate et après, une fois que je suis reparti, tout allait bien. D'où l'importance d'avoir une quantité d'eau suffisante dans son sac à dos pour éviter tout ce qui est crampes et même des maux de tête ou d'autres choses. Au bout de 4h10, 4h30, on aperçoit une cabane au loin. Je croise les doigts honnêtement pour pas que ce soit notre refuge parce que j'en ai vraiment marre. J'ai envie d'arriver, c'était planifié qu'on devait bientôt arriver, on avait fait le temps qu'il fallait au nombre de kilomètres et de dénivelé. Mais en fait, plus on avance, plus je me rends compte que c'est là qu'on va dormir ce soir. On avait encore le temps parce que l'étape elle était planifiée en 6h30 et au final on l'a fini en 4h45. Et je vais vous montrer. Là-bas, c'est là où on doit aller. Et d'abord on doit faire tout le tour. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et là-bas, on monte là-bas, là. Et après on arrive là. Mais on subit pas. Ça y est, ça fait 4h45 qu'on marche. On est presque à 13 km. Et ça y est, on est arrivé presque au refuge. Bah là, il est juste là. Et voilà, le refuge du Hortou di Poibou. Donc pour la fin de cette première randonnée, on arrive à peu près à 11h30, midi, avec 1500 de dénivelé positif. Aucune cloque, aucune blessure, plutôt dans un état correct. J'étais pas fatigué, mais c'était seulement la première journée. Quand on arrive au refuge, on avait acheté des salades la veille, donc on a mangé le midi même, et après on s'est occupé de réserver notre emplacement de tente et les repas du soir et du lendemain matin avant de partir. Pour moi qui est toujours sur mon téléphone, en train de regarder les réseaux sociaux, parler à mes potes, toujours surconnecté, là ça fait vraiment bizarre. On arrive dans un lieu où il n'y a pas de connexion, pas de réseau. Bon, Ouais, j'ai baillé, actuellement, j'ai on capte plus rien. Là on est en SOS, on n'a plus rien du tout. J'ai beau chercher, je suis monté à l'endroit le plus haut du refuge, vraiment aucune connexion. Donc ça veut dire que je me suis retrouvé tout seul avec Roméo dans la tente. Ça fait vraiment bizarre et là on se dit que ok, va falloir vraiment qu'on déconnecte, qu'on pense pas à nos téléphones et qu'on se concentre sur le GR parce que ça va être très dur mentalement. Au moment où j'écris ça, on est dans la tente, il pleut, il fait encore trop jour pour qu'on puisse se reposer ou même prétendre à dormir parce qu'avec le vent et la lumière, c'est compliqué de s'endormir. Donc on reste tranquille, se reposer avant d'aller prendre le repas du soir. Il est actuellement 15h30, donc là on se repose un peu parce que le ciel est tombé, il pleut. Pas énormément, mais assez pour qu'on reste abrité. À 18h30, on va aller manger et puis après, je pense qu'on ira dormir ou en tout cas essayer de dormir. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas. Pendant ce moment de réflexion, j'ai vraiment une grosse remise en question. Est-ce qu'on va réussir à finir le GR à temps ? Parce qu'en fait, je me rends compte que là, on a fait une seule étape ce jour-là. Et je me dis, mais comment on va réussir à faire 2 étapes par jour, sachant qu'on en avait 7 ou 8 à doubler, ce qui était quand même costaud. Donc là, vraiment, je me dis, est-ce qu'on va réussir à avoir l'avion à temps ? Là, on passe au jour 2. Jour 2, on est censé sauter Karozu pour aller à Asco. Et là, cette nuit, j'ai mieux dormi. Par contre, il y a eu vraiment beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc là, ce matin, il va faire très froid. On va voir comment ça va se passer. Pour ce deuxième jour, j'avais beaucoup mieux dormi, j'étais beaucoup mieux reposé. Par contre, j'avais un stress permanent parce qu'il a plu pendant la nuit et il y avait du vent. Alors moi, que c'était la première fois que je dormais en tente, en plein milieu de la montagne, avec des températures qui varient toutes les heures. Là, entendre le vent et la pluie sur la tente, j'étais vraiment pas serein. Donc à chaque fois, je me réveillais toutes les 1h, 1h30. Donc j'ai réussi à me reposer, mais c'était pas non plus la plus belle nuit que j'aurais faite pendant le GR. Le petit déj est servi, il est 6h30. On est tous les deux, et puis après on va partir. Le jour 2 est lancé, ça fait déjà 20 minutes qu'on marche. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Et là, on est parti pour essayer donc de sauter.
cette étape. Aujourd'hui, on doit doubler, donc ça veut dire faire 2 étapes en un jour. C'était vraiment 2 étapes très techniques qui avaient autant de dénivelé positif que de dénivelé négatif pour les deux. Et c'était vraiment des parties techniques avec des moments d'escalade, des grosses descentes où on prenait cher dans les genoux parce qu'avec le sac à dos, forcément quand on descend un caillou de 50 cm, ça vient tout de suite dans les genoux et ça commence à tirer sur la fin. On arrive sur la grande descente, la dernière, 600 de dénivelé négatif d'un coup. On est à la fin de la journée, on est fatigué. Petit point, là ça fait à peu près plus de 3h30 qu'on marche. Dans l'idée, on devrait arriver d'ici 1 heure. Là ça descend vraiment beaucoup. Et puis on va voir tout ça. Bon, du coup les gars, ça fait 4 heures qu'on marche. Et là, je vais vous montrer à peu près où est-ce qu'on doit aller au refuge, juste pour la première étape. Bon, du coup ça y est, on est arrivé au gîte et tout ça, comme vous pouvez voir derrière. En 4h40, on a marché 9 km à peu près. Là on va manger, se reposer et on part pour la deuxième étape. Du coup ça y est, on a fini de manger et on part pour la deuxième étape de ce même jour. On est vraiment sur le lieu mythique du GR20, la passerelle au-dessus. On est à 400 de D+, ça fait 1h20 qu'on marche. On est entre Caruso et Ascou. Je sais pas comment ça se prononce toujours. Là on continue de monter. 800 mètres de D+, qui nous attendent. Et puis on continue. Les jambes sont lourdes. Mais il fait beau. Donc ça va, on continue. Moi j'ai pas fait les. Ah non, t'as pas fait des. Ah, d'accord. Je squatte les t-shirts, mais j'ai pas fait les. Voilà, on a fait 3 heures de montée. Et là, on va descendre tout en bas, dans 2-3 heures. Et là devant nous, on suit 2 personnes qui vont un peu moins vite que nous, donc ça veut dire qu'on commence à arriver à leur niveau. Au moment où on arrive à leur niveau, il y en a un des deux qui trébuche, qui commence à glisser et qui se rattrape au dernier moment, 2 mètres plus loin, il finissait dans le vide en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'avec la fatigue, on est moins lucide, qu'il faut qu'on fasse davantage attention et ça nous met vraiment un coup au mental, se disant que le GR20, c'est pas des blagues et que si on ne fait pas attention à là où on met les pieds, là où on se tient, ça peut vite mal tourner. Heureusement pour lui, il s'est juste blessé au niveau du tibia, mais rien de grave, il a pu continuer la fin de l'étape et même quelques étapes plus loin, mais après on l'a pu croiser, donc je ne sais pas s'il a continué ou s'il s'était arrêté là. Bon, du coup, il est 17h30, on a marché 4h20, 6 km avec 852 D+. Là, on arrive au refuge, on va manger, puis on ira dormir tranquille. Bon, du coup, après le burger, on attaque la pizza. Là, on mange, après on va aller se doucher et puis on ira dormir. Et puis voilà. Du coup, on a fini de manger, on est allé se doucher, on a réservé le petit déj de demain matin. Là, aujourd'hui, on a fait 9h30 de marche à peu près, avec 2 étapes. Là, on va aller dormir, je finis mes petits montages pour ce soir, et après, à demain. Notre réflexion du jour, on avait doublé aujourd'hui, c'était dans notre planning pour tenir en 11 jours. Normalement, demain, on ne doit pas doubler et ce soir, on se repose et on se réveille plus tard pour prendre le temps. Aujourd'hui, c'est le jour 3, on s'attaque à la 4e étape et c'est le Monte Cinto. Bon, voilà, là il est 8h30, on a fait une très bonne nuit à Ascou. On s'était dit qu'aujourd'hui on se reposerait pour juste faire le Monte Cinto aujourd'hui. Et donc là on va partir pour à peu près 8 heures de marche, je crois. Et puis voilà, on se retrouve là-bas.
L'étape, elle n'est pas planifiée qu'on passe par le sommet du Monte Cinto, mais on en passe à côté et si on veut, on peut poser nos sacs pour aller monter jusqu'en haut du Monte Cinto. On arrive à plutôt monter à la première étape assez rapidement, en 3 heures, donc on décide de ne pas monter au pic, mais plutôt de redescendre pour potentiellement envisager de doubler l'étape suivante. À savoir que c'était pas du tout planifié comme ça, parce qu'on était parti à 8h30, donc vraiment dans l'idée de faire une seule étape aujourd'hui, mais vu à la vitesse où on avance, on se dit que c'est envisageable. Il faut savoir que moi, je commence à avoir une douleur au niveau du tendon d'Achille. J'ai une boule qui s'est formée avec le frottement de ma chaussure. Et c'est vraiment atroce parce que donc, dès que je monte les montagnes, ça frotte avec mon tendon d'Achille. Et les seuls moments où ça me fait du bien, c'est dans les descentes quand mon pied ne touche pas l'arrière de la chaussure. On a monté une bonne partie et là on se retrouve face à une très grosse montée. Donc là on va essayer de faire la partie technique et on va voir comment ça se passe. Bon, du coup là on a passé un peu le passage technique. Il reste encore à monter tout là-haut. Là vous voyez les gens qui montent. On est à 262 D+, ça fait 1 heure qu'on marche, pardon. On a fait 1 km 200. Et aujourd'hui, on doit faire 1200 de D+, et 1000 de D-. On continue. Dans un premier temps, on doit aller tout là-haut. Je sais pas si vous allez voir. Tout là-haut, puis après, longer et monter encore plus haut là-haut. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, on est, je pense, à peu près à la moitié de ce qu'on doit faire. On n'est pas encore rendu tout en haut. Je pense qu'il nous reste à peu près 300, 400 de D+. Là, on en a déjà monté 300. Et c'est vraiment hyper technique, hyper dur. On glisse énormément, plus que tout à l'heure. Et là, on est tout là-haut. On était ici. On est arrivé au sommet en 3h40 avec 1208 de D+. Et là on va manger un petit peu et on attaque la descente. Après une courte pause les gars, on repart. On va voir si on est en forme pour sauter l'étape quand on va arriver à Tigjetu. Et dans l'idée, si on est capable de sauter, on va sauter quitte à finir ce soir. Et voilà, on est reparti. Au bout de 4h20, on attaque vraiment la grosse descente. Vraiment hyper raide. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais derrière moi, tout le monde qui est en train de descendre. Vraiment pentu. Mais là, on avance tranquille et puis voilà. Mais là, franchement, incroyable. On arrive donc à la fin de cette première étape de la journée. On nous dit que la prochaine étape, elle est annoncée 4 heures. On se dit 4 heures, ça le fait. Donc on se repose, on mange un petit peu pour reprendre des forces et on repart. Bon, du coup là on est au refuge de Tigjetu. Il est 14h40, on a mis 5h40 et là on part pour la deuxième étape. On mange un petit peu et puis on y retourne. Deuxième boîte de raviolis froids, mais on continue. Après avoir mis la crème solaire, mangé, on a remis les chaussures et là on part pour la deuxième étape du jour. Normalement on en a pour 3h30, 4h. On va voir ce que ça donne. Allez à tous. Dans notre tête, on se dit que 4 heures. On nous dit à longueur de journée que là c'est bon, on a fait les étapes les plus dures et que ce sera plutôt simple. Donc les 2 premières heures, c'est plutôt facile, c'est juste un peu long parce qu'on a l'étape d'avant dans les jambes, mais on avance et ça va plutôt correct. Pour le moment, la deuxième étape du jour se passe très bien. J'ai très mal au talon, mais bon, ça c'est depuis ce matin et depuis en fait le début presque, depuis la deuxième étape. Mais bon, on fait avec. Je vais essayer de trouver un moyen de ne plus avoir mal ce soir pour demain et on continue.
On arrive à la dernière heure, je commence vraiment à avoir mal au tendon d'Achille et là c'est que de la montée bien technique avec le gros du dénivelé jusqu'à la fin de l'étape. Donc sur la dernière demi-heure, je suis vraiment fatigué, je sens que je suis plus très lucide, on arrive vraiment sur la partie technique, donc je décide vraiment de prendre mon temps pour que ça me fasse pas trop mal non plus. Et on arrive à la fin en 3h10 au lieu de 4h. Ça y est, au bout de 3 heures et 730 de D+, on arrive enfin à l'hébergement. On va bien manger, poser la tente et bien se reposer. Ça y est, on a fini, on a fait 2 étapes encore aujourd'hui, on est très fatigué, on part manger et tout de suite on va se reposer. Ça y est, début du jour 4, la nuit fut courte, on s'est réveillé à 6 heures. J'ai un peu mal à la tête mais ça va le faire. Aujourd'hui on voit si on double aussi. Et puis voilà. Réveil compliqué, on était vraiment fatigué, mais on part prendre le petit déjeuner. Le gars du refuge nous redonne le sourire, il est super cool. Je vous afficherai là à peu près. Il nous a pris en photo parce qu'il avait un drapeau breton et donc on avait échangé un petit peu avec lui. La photo est juste magnifique, le gars était super sympa. On finit le déjeuner, on remplit nos camelbags et on part. Et ça y est, nous sommes partis pour le 4e jour de marche. On s'était mis dans la tête que c'était une étape facile, on descendait, c'était long mais pas technique. C'était prévu 24 km, on s'était dit on va y arriver, on va avancer vite. L'étape d'après, on la double et c'est parti pour aujourd'hui. J'avais mis un pansement à cloque sur mon tendon d'Achille, plus un strap, j'avais même pris ma chevillère avec moi, donc je la mets autour de ma cheville pour limiter les frottements avec ma chaussure. Ça fonctionnait pas. Clairement, le système D était vraiment nul. J'avais toujours autant mal. Mais bon, ça limitait un peu le frottement, juste le fait d'avoir ma chevillère, donc c'était déjà ça. La randonnée est vraiment longue, 24 km, quand on a mal, ça commence à tirer. Là, de plus en plus, je sens mes genoux qui me font mal. On continue d'avancer, mais mentalement, ça commence à piquer et on n'est qu'au 4e jour. Au bout de 5 heures, on commence à monter encore. On n'était pas du tout au courant qu'il y avait autant de dénivelé positif sur cette randonnée. Et quand on arrive au sommet, on nous dit qu'il nous reste encore 3 heures, 4 heures de marche avant d'arriver au refuge. Là, on prend un sacré coup au mental parce qu'on n'était pas du tout au courant que ça allait être aussi long et aussi dur. Bon, ça fait 5h30 qu'on marche, bientôt 17 km. On est presque à 600 de D+. Tout à l'heure, on était en bas, par là-bas, je sais pas trop où. Mais voilà, là aujourd'hui, du coup, on a décidé qu'on sauterait pas, on va plutôt se reposer et on verra pour demain. On est arrivé au plus haut point de cette rando, 732 D+. On est au 18e kilomètre, 6h15. Et on continue, on arrive bientôt au lac et après ce sera le refuge. Ça y est, on est arrivé en haut, on est arrivé au niveau du lac. On avance et on rencontre une personne d'origine tchèque. On discute un petit peu avec elle, avec mon grand langage en anglais. Je comprends qu'en fait, on n'est pas du tout à 30 ou 40 minutes et qu'il nous reste encore un bon bout de temps avant d'arriver au refuge. Ça y est, on est au lac. Et puis bah là, je pense qu'il nous reste à peu près 30-40 minutes pour rejoindre le refuge. Ça y est, on passe enfin la barre des 20 km, il nous en reste plus que 4. On passe la barre des 22, plus que 2, ça y est, on touche à la fin. Et en fait non, c'était une blague. On croise 2 personnes qui nous disent que en réalité, les 24 km, c'est pour arriver dans une auberge et c'est pas là qu'on dort ce soir. Bon, je croyais qu'on était arrivé au refuge de Manganou, parce qu'on est arrivé là. Et en fait, c'est une bergerie et nous, on doit aller vraiment tout au fond. Au fond, je sais même pas si vous allez voir. Mais bah là, je pense qu'il nous reste une bonne demi-heure, voire 1 heure. Et quand on arrive là, en réalité, il nous reste 3 km. 3 km, vous pouvez vous dire que c'est rien. Mais 3 km avec un sac à dos en montagne, après déjà avoir fait 20 km, le kilomètre, on le parcourt à peu près en 20-30 minutes. Donc ça veut dire qu'il nous reste entre 1 heure et 1h30 si on avance plutôt doucement.
On rattrape un duo que jusqu'ici on croisait dans les refuges parce qu'on n'avançait pas au même rythme sur les étapes, mais on faisait les mêmes étapes dans la journée. Et ils nous expliquent qu'avec précipitation, ils ont voulu se dépêcher sur une étape et qu'il s'est foulé la cheville. La cheville avait doublé de volume, mais il a strappé sa cheville et il continuait d'avancer. Donc on décide d'aller avec eux parce que franchement, pour une cheville de foulée, ils avançaient plutôt bien. Et comme ça nous permet de discuter un peu et de nous changer les idées jusqu'au refuge. Ça y est, on arrive enfin au refuge au bout de 8h30 de marche, 27 km. Comment dire qu'on a abandonné l'idée de sauter une étape aujourd'hui, c'était amplement suffisant. Bon du coup les gars c'est bon, on est arrivé au refuge, on a mis 8h30 pour faire à peu près 26 ou 27 km. On a monté la tente et là on va manger, se doucher et se reposer. Et on part prendre notre douche, monter la tente et manger. On arrive sur le 5e jour. Réveil 5h30, on met 30 minutes à se préparer, 30 minutes à manger. On part à 6h30 et c'est parti pour doubler aujourd'hui. Et on passe par Prati et après on arrive à Londa. C'est parti, nous sommes le jour 5. Aujourd'hui, on est censé doubler. On y va. Tous les matins, on remplit notre camelback et notre gourde auprès des sources. Il y a au moins une source à chaque refuge, ce qui nous permet d'être comme il faut en hydratation. On peut voir sur la vidéo, on voit une première montagne, à savoir que le GR, c'est principalement tout le temps ça. Il faut imaginer une grande montagne que vous apercevez avec un plateau là où vous arrivez, mais d'en bas, vous voyez que le premier sommet et qu'après, il y en a une deuxième et parfois même une troisième. Donc, il ne faut pas faire de faux espoirs. À chaque fois, on a l'impression qu'on va y arriver facilement. Et derrière, il nous attend encore d'autres montées. On était habitués et on commence la progression. On passe par plusieurs passages techniques avant d'arriver à Prati. Une fois qu'on est arrivé à Prati, on a mangé, on a posé nos sacs, on a re-rempli nos gourdes, on a pu manger des frites avec des œufs. Truc de ouf, c'était très bon, mais pas assez pour se nourrir. Donc j'ai repris une deuxième assiette. Ça y est, on est arrivé au refuge. On va aller manger et après on repart pour Londa. Les repas, si on peut appeler ça des repas, les frites et les œufs, c'est 15 €. Donc pour bien manger, faut payer. Et ensuite, on est reparti pour Londa en passant par la variante alpine. Donc la variante alpine, c'est simple, on passe par les crêtes, c'est plus technique, un petit peu plus dur et légèrement plus court parce que du coup les crêtes c'est plus rapide alors que si on était passé par l'autre variante, on redescendait pour remonter et aussi plus de paysages. Ça y est, ça fait déjà 30 minutes qu'on a quitté le refuge et là on va vers Londa en passant par les crêtes. On enchaîne les crêtes, on passe de sommet en sommet et au bout de 2h30 au loin, on aperçoit le refuge. Mais avant ça, une grosse descente qui nous attend. 1 heure de descente, c'est très long, ça fait mal aux genoux, ça tire et on y va progressivement. Là, on peut voir sur la vidéo à quel point on est petit parce que j'ai zoomé pour qu'on voit Roméo. Et là, on se rend compte que dans ces montagnes, on est vraiment tout petit. On arrive donc au refuge au bout de 3h30. On installe notre tente, on se douche, on se prépare pour aller manger. Ça y est, au bout de 3h30 de marche, on arrive à Londa. On va pouvoir manger bien tranquille, bien se reposer. Aujourd'hui, c'était bien dur. Et c'est fini pour le nord. Et là, un peu déçu, on nous annonce que les lasagnes sont végétariennes aux épinards. C'était très bon, mais quand on finit une grosse journée comme ça, je vous avoue que c'était un peu décevant. Une fois qu'on a fini de manger, on a quand même encore un petit peu faim, mais bon, c'est pas grave, on part se reposer. 6e jour. Pour ce 6e jour, j'ai vraiment mal dormi, j'ai fait des rêves comme quoi j'avais déjà fini la randonnée, j'étais complètement perdu dans mon sommeil, je me réveille le matin, je suis vraiment pas concentré sur ce qui va nous attendre aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on se réveille, on se prépare.
À 6h30, il y a le petit déjeuner, donc on part prendre le petit déj et après on va en direction de Visavona. Jour 6. Aujourd'hui, on part de Londa, on va à Visavona et normalement après, on va à Icapanel. Voilà. Une fois qu'on a fini de monter vraiment la grosse partie de l'étape, après on commence la redescente. On sait qu'il n'y a plus de dénivelé positif dans la journée. On prend le temps de descendre, on passe vraiment par de très beaux paysages. On passe même à côté des cascades et c'est là où on va prendre le temps de se poser 30-45 minutes parce que ce sera la seule fois de tout notre GR où on va se reposer comme ça. La cascade était vraiment magnifique, le lieu également. L'eau, on va pas se mentir, elle était très fraîche. Mais franchement, pour les muscles, c'était vraiment bénéfique. Ça nous a pris 30 minutes, mais 30 minutes de repos et ça a vraiment fait du bien pour la suite. On reprend la direction de Visavona et 30 minutes plus tard, on arrive au restaurant de Denis. Denis, il a marqué notre GR parce qu'il était super sympa. Il nous a fait le meilleur repas je pense, qu'on a pu manger sur ce GR. Et même au niveau de la relation avec lui, vraiment au top. Son restaurant, il est pile à l'intersection de deux routes. Une route qui va vers Visavona, la suite de l'étape du GR, ou une route, entre guillemets, qui coupe, qui permet de ne pas passer par Visavona pour rattraper le GR plus loin. On décide donc de prendre cette coupure, entre guillemets, pour arriver plus tôt à la deuxième étape de ce jour. À partir de cette étape, on était avec deux autres personnes qui nous ont suivis sur la fin. C'est plutôt nous qui les avons suivis sur la fin. Oh, vas-y, la mouche! Ça me saoule. Donc à partir du restaurant, il y avait deux gars avec qui on se suivait d'étape en étape et qu'on décide de suivre. Et on se dit que si on finit tous les quatre ensemble jusqu'à la fin du GR, ce serait top. Du coup, on les suit, on avance et là on se rend compte qu'on a vraiment plus d'eau parce que étant donné qu'on n'est pas passé par Visavona, qu'on n'a pas pu faire le plein dans une source, on est obligé de retrouver un point d'eau sur la route, ce qui n'est vraiment pas chose facile. On arrive enfin à une source, on remplit nos camelbags, on remplit notre gourde et on part pour la suite de l'étape. Il nous reste encore 6 heures de marche annoncées, mais c'est plutôt plat, plutôt tranquille, donc on avance et c'est plutôt efficace. Comme c'est plutôt facile, on envisage même demain de tripler parce qu'on se dit que si c'est du plat comme ça sur l'entièreté des étapes, on devrait réussir à avancer correctement. Pour ce 6e jour, on a encore sauté. Là, on arrive bientôt au refuge. On a officiellement passé la partie nord sur cette deuxième étape. Là, il nous reste 6 étapes. Et après, normalement, on le finit en 3 jours si on arrive à sauter tous les jours. Demain, on va essayer de tripler. Donc, on va essayer de se lever à 3h30. Donc, ce soir, ça va bien piquer. Mais on verra ce que ça donne. En réalité, on venait de passer le sud. Tout le monde nous disait que c'était de la partie roulante. On était plutôt serein. Et là, on arrive sur une partie plutôt technique où on commence à monter. Et moi, je commence réellement à remettre en question le fait de tripler le lendemain. On arrive enfin sur une partie de route, donc ça veut dire qu'on arrive bientôt au prochain refuge car c'était également une station de ski. Station de ski, ça veut dire accès par voiture et c'est quand même une sensation particulière de remarcher sur du goudron. Mais ça fait vraiment du bien aux pieds. On arrive sur la fin, on voit le refuge, on arrive vers 19h, ils font que à manger donc on s'est acheté des sandwichs. Et on a mangé avec les autres personnes qui faisaient aussi le GR20. Bon, du coup, on est arrivé au refuge, il n'y avait plus à manger, donc sandwich. Et on a fait les réserves pour demain matin, vu qu'on va partir de bonne heure. Des personnes avec qui, au fur et à mesure qu'on se croisait dans chaque refuge,
On discutait petit à petit et à la fin on a fait une photo de groupe parce qu'on savait qu'on allait plus se revoir. Particulièrement le GR20, tu peux partir tout seul et finir le GR20 entouré d'une dizaine de personnes parce qu'au fur et à mesure tu discutes avec plusieurs autres personnes, tu finis jamais seul. Ça y est, on est enfin dans la tente. Tous les soirs maintenant on arrive à organiser notre tente pour faire sécher un minimum nos affaires pendant la nuit et on va se reposer. Jour 7. On a passé une bonne nuit, on s'est bien reposé. On part seulement qu'à 8 heures. On envisage quand même de doubler aujourd'hui, mais en restant dans notre zone de confort, on va avancer à notre rythme. Salut les gars, on est au jour 7 et hier on a doublé, donc aujourd'hui on va rester raisonnable, on va pas tripler. On va essayer de doubler mais en restant bien tranquillement dans notre zone de confort. Il nous reste 6 étapes à compter d'aujourd'hui et voilà. On s'était acheté de quoi manger le petit déjeuner, forcément ça coûte moins cher que prendre le petit déj dans le refuge en lui-même. Mais bon, c'est bien qu'une fois de temps en temps, parce que les petits déj ils font quand même sacrément plaisir. Donc c'est des chemins plutôt roulants sur cette première partie de la journée. Et il y a un papa et son fils, on les double, ils nous redoublent, ainsi de suite. Et à un moment où ils nous passent devant et ils continuent d'avancer, deux personnes arrivent en face. Le fils veut laisser passer ces deux personnes-là, mais il met le pied sur un caillou qui se décroche et il roule dans le talus en bas sur 2 mètres. Encore une fois, rien de grave, mais en voulant laisser passer quelqu'un sans faire attention là où il a mis les pieds, ça aurait pu lui coûter cher. Nous venons à rattraper les deux personnes avec qui on avait fait la fin de la route hier et avec qui on avait envisagé de tripler. Et donc, eux aussi avaient décidé de ne pas tripler aujourd'hui, mais seulement de doubler. Du coup les gars, ça fait 4 heures qu'on marche. Là on arrive dans un petit refuge, on va manger avant d'arriver à Prati et on enchaînera direct avec l'étape d'après. Ça y est, on a fini notre pause, on a mangé les sandwichs et on repart pour la grosse montée de 800 mètres de dénivelé positif consécutif. Une fois arrivé en haut, il nous reste à peu près 20 minutes pour arriver à Prati et là on pourra se poser 5-10 minutes avant de repartir. J'arrive à Prati, on prend un coca, on remplit nos gourdes et on perd pas plus de temps, on repart pour la deuxième étape de la journée. Du coup, après 5h45 de marche, on arrive au refuge de Prati pour cette première étape de la journée et nous allons rejoindre Usiolu, je sais pas comment ça se dit, juste après. Là on va faire une petite pause de 5-10 minutes et voilà. On repart de Prati à peu près vers 15h30, un petit peu avant. Les sentiers sont plutôt dégagés et vraiment beaux et agréables à marcher. Avant d'attaquer la vraie grosse partie montante de l'étape, on s'accorde une petite pause pour manger un petit peu avant de repartir. On reprend la route et au moment où on arrive au sommet, le soleil commence à se coucher et coup de boost pour le mental, ça fait vraiment plaisir. On profite de ce coucher de soleil. Avant de repartir, il nous restait à peu près 30 minutes de descente et on arrive au prochain refuge. Donc à ce niveau-là, on était rendu au refuge de Usiolu. Les gars, on est arrivés, on va manger un petit peu et là après on va aller dormir. Ils nous ont prêté des tentes, c'est hyper cool et c'est parti. Du coup, on a eu une tente prêtée par les gens du refuge. On a payé le même prix que si on mettait notre tente. On a eu un repas, enfin on a payé un repas et là on va aller se coucher et on repart demain pour doubler. Pour ce 8e jour, on se réveille pas dans notre tente. Ils avaient eu la bienveillance de nous prêter des tentes déjà montées. Ça nous a permis le soir même de ne pas monter notre tente avec laquelle on aurait perdu du temps et ça nous aurait fatigué. Mais sauf que du coup, le fait de ne pas être dans ma tente, j'étais complètement perdu pendant la nuit. Elle était un peu plus petite, c'était pas très pratique, mais on crache pas dessus, ça a permis qu'on se repose tranquillement. Il est 8e jour, on a mangé notre petit déj, là on est prêt à partir. Aujourd'hui on double encore et c'est parti. Aujourd'hui on est censé doubler aujourd'hui. On prend la variante, c'est l'ancien tracé du GR qui nous permet entre guillemets de faire un tout droit au lieu de repasser par les montagnes et donc ça nous évite de passer par le refuge du milieu
et d'être plus rapide. Aujourd'hui, ça monte encore fort, ça va être une grosse journée. Ça va être la dernière fois qu'on atteint le sommet le plus haut, donc on fait une pause de 30 minutes. Ça fait à peu près 3h13 qu'on marche. On est parti de Usiolu, on va rejoindre Asino. Normalement, elle est planifiée sur 8 heures. Donc on va voir combien de temps on met pour rejoindre. Là, on fait une petite pause pour prendre un peu de gel, mettre de la crème solaire. Et puis on est reparti. Une fois qu'on a fait cette pause, on reprend la descente. C'est là qu'on voit le refuge vraiment de très très loin. Il nous reste encore 1 heure de descente. Mais on avance, on a même mis moins que ça, on a mis 45 minutes pour arriver en bas. Ça fait presque 5 heures qu'on marche, on se dirige vers le refuge de Asino. Là, on est à peu près à 1000 de D+. Il nous en reste à peu près encore 200 ou 300. Et ensuite, on attaquera la descente de 700 de D-. Et on verra si on avance un peu plus loin ou si on se repose. On arrive au refuge de Asino après 7 heures de marche, 1100 de D+, et 1200 de D-. On va manger un petit peu et on verra si on repart pour la bergerie de Bavela. On prend le temps de manger, on repart à 17 heures, ce qui est relativement tard pour la montagne parce que le soleil se couche tôt. Allez, on a fini la pause à Asino, on part pour le village de Bavela, on en a pour 3h30, 4h, et c'est parti. On a planifié d'aller jusqu'au village de Bavela, c'était annoncé 3h30, 4h. Cette fois-ci, on va pas profiter du tout du coucher de soleil, il faut qu'on avance parce que sinon on va mettre trop de temps dans la montagne. Les paysages sont vraiment très beaux, mais franchement, entre les paysages et l'aspect sécurité, marcher 2 jours et non de nuit, je préfère marcher 2 jours. Ça fait 2 heures qu'on marche les gars. Je pense qu'il nous reste à peu près encore 1h30 ou 2 heures avant qu'on arrive au village. Mais regardez comment c'est juste magnifique. J'étais vraiment pas serein, il nous restait encore 1 heure de marche avec une vraie partie technique au milieu de l'étape. Et là c'était vraiment hyper angoissant, on ne savait pas où on mettait les pieds, fallait qu'on redouble d'attention parce qu'on était fatigué. Et c'était vraiment l'heure la plus longue que j'ai passée sur le GR. Ça y est, on arrive dans le village de Bavela, sauf qu'il est 21h30, il faut qu'on trouve un endroit où manger et un endroit où dormir. Mais c'est vraiment compliqué, surtout dans des villages comme ça. On trouve un restaurant, mais une fois qu'on arrive, qu'on se présente à eux et qu'on essaye de demander à manger, on se fait tout de suite refouler et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'il y a une règle quand on fait le GR et dans les montagnes. Si on nous dit par temps de pluie ou orage qu'il ne faut pas aller s'aventurer sur les traces du GR et qu'on y va quand même, les refuges nous mettent un savon à l'arrivée parce que c'est hyper dangereux et en fait il faut qu'on les écoute. Donc là, quand le monsieur nous a vu arriver, il a cru qu'on était parti de nuit ou parti tard et que c'était inconscient ce qu'on avait fait. Alors qu'en réalité, on était parti à 17h, juste qu'on avait un peu traîné de la patte et que ça nous a fait arriver tard et de nuit. En essayant de pousser un peu le bouchon et vraiment en lui disant qu'on avait faim et qu'on les embêterait pas plus longtemps, juste s'il nous donnait un petit sandwich, il nous sert et il nous explique pourquoi il a réagi comme ça. Un bol avec les trucs. On est arrivé à Bavela dans un petit resto, on va manger un petit peu et après on ira poser notre tente pour aller dormir. Tout se finit bien, il nous donne même un endroit où on peut dormir tranquille et repartir le lendemain matin. Bon les gars, on est le jour 9, c'est officiellement le dernier jour. Là, normalement, vu qu'on a bien avancé hier soir, il nous reste que 7 heures à avancer aujourd'hui. Je dis que... Et puis, on se retrouve à Conca. Donc on finit par poser la tente, aller se coucher et c'est tout pour le jour 8. On est le jour 9, je pense que c'est la meilleure nuit que j'ai passée de tout le GR. On était dans un endroit tranquille, c'était plat, il n'y avait personne à côté de nous, pas de vent. Tout pour bien se reposer pour la dernière journée et on part pour le prochain refuge sur lequel on avait bien avancé la veille au soir.
Ça y est, on est déjà arrivé à Paliri au bout de 1h30 de marche. On avait vraiment bien avancé hier soir. Et donc là, on va prendre le petit-déj et on partira pour Conca. On arrive donc en 1h30 au refuge d'après. J'avais très faim, donc on prend un petit déjeuner, on se pose un petit peu et on repart tout de suite pour le dernier refuge. C'est Conca, la dernière étape du GR20. Ce fut l'étape la plus dure et la plus longue mentalement. Je m'empêchais de regarder ma montre parce que sinon je la regardais toutes les 2 minutes. Je savais que c'était notre dernier jour, notre dernière étape. J'étais pressé d'arriver, donc je me mettais des limites. À chaque fois, je disais allez, je peux regarder à l'heure d'après et ainsi de suite, de 1 heure en 1 heure. Sachant qu'on avait 5 heures de trajet, je pense que c'était le mieux pour moi de faire comme ça. 1 heure passe, 2 heures passent, ainsi de suite. On commence à progresser correctement sur le GR. Physiquement, ça commence à tirer. Mentalement, on sait qu'on arrive, donc c'est long. Et on croise quelqu'un qui nous dit qu'il nous reste 45 minutes. Donc 45 minutes, c'est vraiment court, mais en même temps très long. On est pressé d'arriver. Et là, on n'est plus que sur de la descente et on en profite. Ça y est, on arrive enfin. Bon, du coup, j'ai pas pris le temps, mais on est bien arrivé. On a fini le GR, on s'est posé au bar, on a mangé un petit peu. Et puis là, on va essayer de rejoindre Porto Vecchio, soit en stop, soit on verra s'il y a une navette qui passe ou pas. Et voilà. C'est la fin du GR20. On l'a fait en 9 jours alors que c'était planifié en 11. On a parcouru 188 km, plus de 14 000 dénivelés positifs et environ 12 000 de dénivelés négatifs. C'est juste incroyable, on s'en rend pas spécialement compte parce que du coup c'est d'étape en étape, mais on l'a fait et on est fiers de nous. Il faut savoir que le GR20 c'est plus de 50% d'abandon, c'est juste énorme. Ça veut dire que là, une personne sur deux abandonne en cours de route le GR et ne le termine pas. Ça peut être dû au fait qu'il ne soit juste pas préparé. Le GR20, c'est quand même des grosses portions techniques, parfois à escalader. Ceux qui ont l'appréhension du vide, ça peut être parfois compliqué pour eux. Mais ça peut être aussi dû à une blessure non voulue, une précipitation ou une mauvaise attention là où je pose mon pied, ma main, et tout de suite ça peut tourner au drame. Donc si vous comptez faire le GR20, prenez le temps de savoir en combien de temps vous voulez le faire. Assurez-vous d'être capable d'aller jusqu'au bout du GR et si vous voulez prendre le temps et profiter, faites une étape par jour, ce sera déjà extrêmement bien. Sur ce, c'était Yanis, la première vidéo de ma chaîne, une grosse expérience du GR20 et c'était mon expérience.